Par exemple, pour donner un exemple très concret, il y a un an, je ne savais même pas que Amazon FBS existait. Maintenant, c'est une grosse partie de mon business. C'est vraiment, les choses vont trop vite pour qu'on puisse vraiment planifier sur un an. C'est très, très compliqué. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur Nomade Digital, le podcast des gens qui seraient incapables de vous dire où est-ce qu'ils vont habiter dans 3 mois, mais qui savent exactement vous dire quels sont leurs objectifs business à 90 jours. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul de sellingmachine.fr. Donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on parle du plan de 90 jours, puisque Paul et moi avons individuellement, on est individuellement arrivés à cette idée que la bonne durée de temps pour planifier nos objectifs en termes de business, c'est 90 jours. On parlera de pourquoi 90 jours et pourquoi pas un mois ou un an ou une semaine. En quoi est-ce que cette durée est spéciale pour nous? Comment est-ce qu'on y est arrivé? Qu'est-ce qu'on en tire? Et concrètement, quelles sont nos procédures concrètes qu'on utilise pour faire cette planification et à quoi ça ressemble sur le papier. Avant de commencer, notre plan à 90 jours, c'est de gagner beaucoup plus d'évaluations sur le podcast Nomade Digital. Donc, si vous n'avez pas encore pris le temps de nous laisser une évaluation, on vous serait très reconnaissant d'aller voir sur iTunes et d'aller nous laisser une petite évaluation selon ce que vous avez pensé de l'émission. C'est très utile pour nous, pour continuer à être bien placé sur iTunes, pour continuer à gagner de nouveaux auditeurs et pour continuer à prospérer dans le podcast Nomade Digital. Pour commencer, Paul, est-ce que tu te souviens d'avoir été interviewé sur mon podcast, le podcast Marketing Mania, et d'avoir parlé de ce sujet exact? Je me souviens de l'interview, mais je ne me souviens pas spécialement d'en avoir parlé. Mais c'est effectivement quelque chose qui est très important pour moi. Donc, je me souviens que je t'avais posé la question, Paul, où est-ce que tu vas être dans un an? Et tu m'avais dit, écoute, je planifie pas aussi loin, je planifie que à 90 jours. Et quand tu avais dit ça, je me suis dit, ah la vache, j'ai trouvé mon peuple, parce que moi, c'est exactement le même système que j'utilise. C'est-à-dire que pour moi, au départ, j'essayais de faire des plans à plus long terme, disons, de faire un plan à 1 an ou faire un plan à 3 ans. Concrètement, en fait, ça servait jamais à rien, puisque ça pouvait jamais se concrétiser, puisque au bout de quelques semaines, il y avait des opportunités nouvelles, il y avait des nouveaux résultats qui entraient en jeu. Donc en fait, j'en suis arrivé à cette durée de 90 jours. L'avantage des 90 jours, c'est que ça dure à peu près 3 mois, donc ça se colle grosso modo avec une année, donc tu peux en faire 4 par an. Toi, comment est-ce que tu es arrivé à cette durée précise? Est-ce que tu as un exemple de comment est-ce que tu es arrivé à cette durée de 90 jours et pourquoi est-ce que tu as choisi cette durée-là? À vrai dire, moi aussi, avant, j'essayais de planifier plus sur long terme, mais je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps. Mais en fait, finalement, ça fait même pas 2 ans que je travaille en ligne. Et par exemple, pour donner un exemple très concret, il y a un an, je ne savais même pas que Amazon FBS existait. Maintenant, c'est une grosse partie de mon business. C'est vraiment, les choses vont trop vite pour qu'on puisse vraiment planifier sur un an. C'est très, très compliqué. Vous n'avez aucune idée d'où vous serez dans un an, les opportunités que vous aurez. Donc, peu à peu, j'essaie de rabaisser un peu ce délai. Je pense que 90 jours, c'est un bon compromis parce que le problème, c'est qu'un mois, déjà, ça ne donne pas le temps de réaliser grand-chose. Et surtout, vous ne pouvez pas vraiment mesurer les résultats sur un mois. C'est pas assez. Donc, je pense qu'un trimestre, c'est un bon compromis. Je n'ai pas non plus étudié la question en profondeur, mais ça m'est apparu comme un truc raisonnable. Concrètement, à quoi ressemble ton plan de 90 jours dans la pratique? Dans la pratique, c'est en fait généralement quelque chose de plus souvent chiffré. Donc, c'est un certain chiffre, atteindre tel CA sur mon business FBA, atteindre tel nombre d'abonnés à ma liste sur Selling Machine, ce genre de choses. Donc, toi, dans ton objectifs sur 90 jours, tu écris uniquement les objectifs chiffrés que tu veux accomplir, tu n'écris pas les moyens de les accomplir? Non, c'est justement, je réserve ça aux objectifs justement à plus petites, avec des dates plus petites, justement. Aller aux objectifs mensuels, hebdomadaires ou au quotidien. Donc, tu peux nous récapituler, c'est quotidien, hebdo, mensuel et trimestriel? C'est ça, en fait. Et en même temps, c'est très naturel parce que quand on y pense, on dit toujours, quand tu as un gros bloc devant toi, tu le découpes en petites tâches. Ce qui est un très bon conseil. Je pense que c'est pareil pour les objectifs.
Et pour donner un exemple assez simple, imaginons que vous voulez atteindre 15 000 euros de... Aujourd'hui, vous n'avez pas de business Amazon FBA. Dans 3 mois, vous voulez atteindre 15 000 euros de chiffre d'affaires. Vous mettez ça en objectif trimestriel. En objectif mensuel, ça peut être avoir vendu, avoir peut-être fait ses premières ventes sur Amazon. Objectif hebdomadaire, ça peut peut-être avoir commandé un échantillon auprès du fournisseur. Et objectif quotidien, ça peut être s'être enregistré en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est chaque étape qui va vous permettre d'atteindre cet objectif trimestriel. Donc, on va dire que les objectifs intermédiaires ou plus petits, c'est vraiment plus ce qui est, je ne sais pas comment on dit en français, mais actionnable, quoi. Est-ce que tu as des objectifs à plus long terme aussi? Oui, c'est ce que j'appelle en fait, j'appelle ça un vœu annuel. Et en fait, au contraire de l'objectif trimestriel qui est très business, le vœu annuel, il est pas chiffré, il est plus général. Pour certains, ça peut être devenir digital nomade. Pour moi, c'est m'acheter un appart, par exemple. C'est plus, encore une fois, c'est presque les petites poupées russes, tu vois. Tu as l'objectif quotidien qui te permet d'atteindre l'objectif hebdomadaire, qui te permet d'atteindre l'objectif mensuel, qui te permet d'atteindre l'objectif trimestriel, justement. Et cet objectif trimestriel, une fois accompli, il te permettra d'accéder à ce que tu veux, qui est ton vœu annuel. Comment est-ce que tu fais pour vérifier ton progrès sur tes objectifs de 90 jours? Pour vérifier mon progrès, généralement, justement, c'est très chiffré, donc c'est pas très dur, en fait. J'ai les chiffres précis que je dois atteindre. Mais est-ce que tu le regardes tous les jours? À quel intervalle est-ce que tu vas le regarder? Est-ce que tu vas le mesurer? La raison, c'est que la plupart des gens font des objectifs. Ils se disent, OK, cette année, j'ai envie d'arrêter de fumer. Ou cette année, j'ai envie de gagner plus d'argent. Ou cette année, j'ai envie de perdre du poids. Beaucoup de gens vont fixer ces objectifs et puis ensuite, ils vont un peu les oublier. Ils ne sont pas forcément de procédure qui les force à se comparer à leurs objectifs. Est-ce que toi, tu as une procédure? Parce que moi, j'en ai une. Moi, je le fais généralement toutes les semaines. Je regarde si la courbe si la courbe est bonne et devrait me permettre d'atteindre cet objectif. Et sinon, pourquoi? Et tu fais ça à un jour particulier de la semaine ou tu fais un peu quand tu le sens? Généralement, ouais, tous les dimanches, le plus souvent. Ok. Je pense qu'on est encore sur une situation où moi j'ai une approche beaucoup plus structurée que la tienne. Donc essentiellement, moi je fais la même chose que toi. Tout ce que tu as dit est valable pour moi, y compris le fait d'avoir des objectifs à l'année qui sont un peu plus entre guillemets vagues ou un peu moins bien définis, parce que voilà, plus tu vas arriver sur des horizons de temps longs, plus le fait d'avoir des plans concrets pour moi te empêche de vraiment faire des actions qui soient efficaces. Et moi, j'ai vraiment une approche assez rigoureuse de cette planification de 90 jours, c'est-à-dire que j'ai des documents Evernote qui me posent des questions. Donc, j'ai une série de questions que je pose pour l'année, de façon à pouvoir définir mes objectifs. Et ensuite, je pose les questions pour chaque trimestre. Et ensuite, je pose les questions pour chaque semaine. Ça peut ressembler à quoi, une question? Si tu veux, je peux te les sortir. Donc, par exemple, j'ai un document dans mon Evernote qui s'appelle bilan de la semaine. Donc, chaque semaine, je le fais. Donc, je numérote mes semaines. Là, je suis à la semaine... parce que je m'oriente pas sur l'année. Je suis à la semaine 8 de mon 3e trimestre de mon année, etc. Bon, sans rentrer dans les détails de pourquoi mes semaines sont mal numérotées. Mais grosso modo, ma semaine, c'est d'abord, j'ai un plan. Donc, j'ai direction de la semaine. Donc, direction de la semaine, c'est le truc un peu vague de ce que j'ai envie d'accomplir. Et après, j'ai objectif de la semaine, qui est la même chose, mais de façon très concrète avec des objectifs numérotés. Et après, j'ai un bilan où je fais, regardez Toggle, qui est un truc que j'utilise pour suivre le temps. Conclusion. Donc, je regarde Toggle, je regarde combien de temps j'ai passé sur chaque projet et je tire des conclusions là-dessus. Et grosso modo, là, ce que j'essaye de voir, c'est est-ce que le temps que j'ai passé sur chaque projet est en comparaison avec les priorités que j'avais définies au départ. Parce que parfois, je me percevoir que, OK, j'avais dit que travailler sur le podcast Digital Nomad, c'était important cette semaine. Et au final, j'ai fait que 2 heures. Ou alors, à l'inverse, je m'aperçois que j'ai passé 5 heures à bosser sur un projet qui n'était pas du tout défini dans les priorités. Donc, j'essaye de voir des disparités là-dessus. Ensuite, je me demande comment est-ce que j'ai avancé sur mon objectif numéro 1. Moi, c'est l'objectif des 90 jours. Pour moi, en ce moment, c'est la liste email Marketing Mania que j'avais décidé de tripler dans les 3 mois de mon 2e trimestre. Donc, je compare. Grosso modo, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon logiciel où j'ai ma liste email et je mesure combien de personnes j'ai eu et je mesure mon taux de croissance. Parce que du coup, si je veux tripler, il faut que j'ai un taux de croissance de tel % par semaine. Et donc, je mesure mon taux de croissance
semaine par semaine. Après, je me demande, voilà, est-ce que j'ai accompli tous mes objectifs et sinon pourquoi? Et après, j'ai un truc sur quelles sont les leçons de cette semaine, quelles sont les erreurs à éviter la semaine prochaine. Tu vois, j'ai un truc vraiment rigoureux comme ça qui me force à regarder ma semaine et à analyser élément par élément. Ouais, c'est intéressant, je trouve. Voilà, qu'est-ce que j'en ai appris, quelle erreur j'ai faite que je pourrais corriger. Est-ce que des objectifs, parfois, tu vois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu as un objectif de la semaine, tu vois, tu as ta to-do list avec 5 trucs, et puis il y a un truc que tu vas un peu ignorer la première semaine, et la deuxième semaine, tu vas un peu l'ignorer, tu vas pas trop t'en charger, etc., qui traîne un peu comme ça. Et parfois, c'est utile de te forcer à le confronter. Concrètement, ça ne veut pas dire que tu fous rien, mais parfois, tu veux procrastiner quelque chose en faisant autre chose à la place. Et peut-être que tu fais des choses qui ne sont pas aussi prioritaires. Et moi, j'aime bien me forcer à aller le revoir. Parce que si je mets juste des objectifs pour la semaine et qu'après, je fais des objectifs pour la semaine suivante, ça ne me force pas vraiment à réaliser ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et c'est pour ça que moi j'ai ce process-là. Et c'est presque, ouais, et souvent, en plus, on le fait, on préfère se fermer les yeux aussi parfois. C'est effectivement, donc se forcer, je pense que c'est assez important. Se forcer à voir ses propres échecs, Ouais. sinon on peut toujours partir. Et c'est aussi le problème, c'est qu'il y en a beaucoup de manière générale, ils partent toujours vers ce qui est le plus facile en fait. Et c'est instinctif quand tu as plusieurs actions à accomplir. Généralement, tu vas voir le plus facile et justement, tu peux négliger ce qui est un peu difficile, mais qui peut valoir le coup. Et plutôt que de faire face à toi-même, tu vas préférer l'ignorer pour un peu sauvegarder ton ego et pas y penser, quoi. Ouais. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de problèmes. Et encore aujourd'hui, parfois, je me perçois que j'ai un peu évité les choses. Ce que j'essaie de faire, c'est avoir au moins une fois par semaine un moment où je suis obligé de faire face à la réalité. Et ça prend assez longtemps à faire, hein. Le process que je t'ai décrit peut prendre 2 heures. Et je le fais le lundi matin, donc c'est un moment assez privilégié pour moi. Mais ça me permet vraiment de comparer ma stratégie, de me confronter aux résultats, de vérifier ce qui a marché ou pas, de réfléchir à quelles actions devraient être prioritaires sur la semaine suivante, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Moi, je le fais depuis presque 2 ans et demi, je crois, maintenant. Ce process-là. Et du coup, le process que je t'ai expliqué, il y a des questions qui sont un petit peu différentes, mais que je fais pour chaque trimestre, parce que moi, j'ai pas d'objectif mensuel, mais j'ai la semaine et après, ça va au trimestre et pour l'année. Parce que j'ai quand même des objectifs pour l'année et chaque année, je vais faire un grand bilan de l'année entière où je vais aller revoir toutes mes notes de l'année passée, aller analyser les choses, qui prend 2 jours à faire. Mais c'est le meilleur moment, ça, en plus. Surtout si tu as progressé, moi aussi, je le fais début janvier. Et si tu as eu une bonne année, c'est juste super agréable, en fait. Parce que ça te permet de comparer à ce qu'il y a l'année d'avant. Et s'il y a eu un énorme progrès, c'est ta récompense presque, en elle-même. Ouais. Une autre chose que j'utilise, et j'en ai déjà parlé, c'est que j'utilise l'application Post-it sur Windows 10. Donc, c'est l'application la plus low-tech au monde qui arrive avec chaque ordinateur que personne n'utilise. Moi, je l'utilise parce que c'est très simple, c'est très basique. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais un copier-coller de mes objectifs de la semaine et de l'année et de la journée dessus. Donc, j'ai différents Post-it en permanence qui sont là. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois que j'ouvre l'application Post-it pour aller voir mes objectifs de la journée, donc aller voir mes tâches, ma to-do list, j'ai à la fois mes objectifs de la semaine, à la fois mes objectifs de l'année, mes objectifs des 90 jours. Et ça me force à les revoir. Donc, je peux difficilement les ignorer, en fait. Sachant qu'à chaque fois que je vais faire mes objectifs de la journée, ils découlent de mes objectifs de la semaine, qui découlent de mes objectifs de 90 jours, qui découlent de mes objectifs de l'année, etc. Donc, il y a un effet de cascade comme ça qui est assez efficace. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, exactement, les poupées russes. Les poupées russes. Cascade, c'est pas mal aussi. Mais ça me fait penser aussi, c'est que donc l'objectif annuel aussi, généralement, il doit servir à justement, parce qu'il y a des moments, quand ça devient un peu dur, notamment, tu peux te dire pourquoi je fais tout ça, à quoi ça sert. Et généralement, cet objectif annuel te permet de te souvenir pourquoi tu fais tout ça, quelle est la raison en fait. Moi, je m'en sers beaucoup pour ça en tout cas. Donc, tu as choisi un objectif annuel qui est pour toi, qui est chargé émotionnellement? C'est ça en fait. Mon idéal, ce serait un appart au bord de la mer, avec vue sur la mer, avec du super internet. Et donc, quand ça me fait chier de travailler, je me dis, si je travaille maintenant, si je fais ce qu'il y a à faire aujourd'hui, si je fais ce qu'il y a à faire demain, dans un an, j'aurai ça, quoi. Et pour moi, ça me suffit comme motivation. Donc c'est intéressant parce que du coup, tu as quelque chose de très concret. C'est plus simple de te motiver avec ça que moi, j'ai un objectif souvent de l'année qui est chiffré et du coup qui n'est pas aussi motivant. Puisque, honnêtement, voilà, atteindre 100 000 euros de CA ou je sais pas quoi,
Tu vois, c'est pas aussi inspirant. Tu visualises pas en fait. Je pense que Ouais, tu c'est visualises différent, rien. c'est quand tu as un objectif que tu peux visualiser. Et je pense que là-dessus, tu as eu la meilleure approche que moi. Moi, j'ai les objectifs de l'année qui sont plus. Enfin, tu vois, si tu veux, ils donnent une direction, une priorité pour le reste, mais ils sont pas particulièrement motivants en soi. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a en ce moment sur ton plan de 90 jours, si tu l'as sous les yeux? Ah, faut que je retrouve. Mais du coup, il va bientôt se finir en fait. Je sais pas, toi, tu t'attends la fin des 90 jours pour en faire un autre, non? Ou tu comptes seulement que tu renouvelles tous les mois? Non, j'attends la fin et je fais le bilan. C'est ce que je fais. Je le mets dans Evernote pendant 12 semaines. Au bout des 12 semaines, je fais le bilan voilà, de ces 3 mois. Et après, j'en fais un nouveau dans la foulée. Alors, j'en ai pour différents, ça dépend. Par exemple, pour Objectif Amazon, j'ai en moyenne 28 000 euros de bénéfices par mois, 85 unités vendues par mois, enfin par jour par contre. Pardon. Donc, par exemple, j'ai aussi un objectif que Amazon.fr représente moins de 40% de mes ventes pour diversifier. Ça, c'est l'objectif sur 90 jours. Et après, généralement, quand j'écris mon objectif de 90 jours, en fait, ce que je fais, c'est qu'en dessous, je vais mettre toutes les actions qui peuvent me permettre, auxquelles je peux penser, qui peuvent me permettre d'atteindre cet objectif. Je ne vais pas discriminer, je vais tout mettre. Et ensuite, j'essaye de placer ça quotidiennement et de façon hebdomadaire. Donc ça, par exemple, c'est pour Amazon FBA. Pour Selling Machine, c'est... Putain, j'étais ambitieux sur Selling Machine. J'ai fumé un peu. Ah non, c'est bon. Donc c'est 12 000 visiteurs par mois sur Selling Machine, 800 personnes sur la mailing list, 400 personnes au groupe Facebook, 15 000 lectures de podcasts sur les 3 mois au total, et 500 euros de revenus par mois, par exemple. C'est trop long. Parce qu'on ne s'est pas coordonné vraiment là-dessus et on a une approche assez similaire. Donc moi, mes objectifs sur les 3 mois là, moi j'en suis à la semaine, je l'ai dit tout à l'heure, 8, c'est ça. Et mes objectifs là sont numéro 1, tripler la liste email de Marketing Mania. Parce que j'en suis arrivé à un moment où je me sors un petit peu du service, donc ça valait le coup d'augmenter ma liste email. Donc, il me semble que j'ai commencé à 1200 personnes. Donc, essentiellement, c'était de gagner 2400. J'avais ensuite calculé ça en termes de croissance hebdomadaire dont j'avais besoin. Après, mon objectif numéro 2, c'était lancer Ads Copilot, qui est un logiciel sur lequel je travaille. Que je comptais lancer. Là, j'ai pas mis d'objectif chiffré parce que vraiment l'objectif c'était de le lancer. Je tiens pas absolument forcément à avoir X ventes sur le trimestre. La raison étant que je savais pas à quel moment dans le trimestre il allait être lancé, s'il allait être lancé au bout de 4 semaines ou 8 semaines ou juste à la fin. Mais je voulais juste que ça soit fait et que le prochain trimestre puisse se concentrer sur le fait de générer des ventes pour ce truc-là. Et l'autre objectif que j'avais fait, c'était de publier 12 épisodes du podcast Marketing Mania, parce qu'il me semble que sur le trimestre précédent, il y avait quelques semaines où j'avais pas publié, et c'était très négatif en termes d'écoute. Donc je me suis dit, ok, on va se mettre dans la priorité que c'est absolument, qu'il faut absolument ne manquer aucun épisode là-dessus. Comme ça, je me tiens responsable de ça. Donc, on en arrive à notre petite anecdote de voyage. T'en as une? Ah merde, c'était mon tour. Ah si, j'en ai une. En plus, c'est super récent. C'était il y a 2 jours. Avec ma copine, on descend vers la plage et dans un arbre, on commence à entendre du bruit. Alors ma copine, directement, elle se barre en courant. Moi, je suis un peu trop curieux, je regarde et il y a un putain de serpent qui me tombe sur la gueule. Et qui me tombe littéralement dessus, quoi. Bon, c'était pas un gros serpent, hein, c'était un petit serpent vert, mais c'était comme un serpent. Je pense qu'il avait plus peur que moi, donc il s'est barré vite fait. Mais c'est le genre de choses qui peut arriver à Phuket. Il y a je sais pas c'est quoi l'espèce. C'est des serpents verts, peut-être 1,50 m de long, donc assez long, mais très fin. Et donc après, j'en ai parlé à la réceptionniste en disant, il y a un serpent là-bas. Et elle a fait, ah oui, il était comment? Il était de quelle couleur? Je dis, vert, après cette taille. Elle fait, ah ça va, celui-là, il est pas venimeux. Du coup, ça te pose la question, euh, quels sont les serpents qui sont venimeux? Et c'est un peu inquiétant. Ok, donc maintenant tu te bats uniquement avec des bottes quand tu vas à la plage, c'est ça? Des bottes en caoutchouc qui Non, ça te remontent protège pas, il tombe des arbres, mec. Tu peux pas te défendre avec un parapluie. Avant de prendre un parapluie. Alors un sombrero. Ok, sur cet épisode de Paul, le seul mec qui se balade aux Philippines avec un putain de sombrero.
qui me semble la bonne façon de finir cet épisode. Avant de terminer, bien sûr, avant de passer à notre section lifestyle, bien sûr, il est temps de rappeler nos petits appels à l'action. Donc, on a deux choses à vous dire aujourd'hui. On a trois choses à vous dire aujourd'hui. La première chose, c'est que vous pouvez vous rendre désormais sur le site nomaddigitalpodcast.com pour télécharger un e-book que Paul et moi-même nous avons préparé sur les villes pour débuter en tant que digital nomade. On a privilégié les villes sur lesquelles on avait une expérience personnelle et on vous explique un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de différentes villes et un petit peu les bons conseils pour vous lancer si vous êtes quelqu'un qui avait envie de faire ce bond-là mais n'avait pas encore pris le pas. Deuxièmement, on a désormais la possibilité pour vous de laisser des messages vocaux. Donc, même adresse sur le site, vous pouvez vous rendre et nous laisser un petit message vocal de 90 secondes, que ce soit une question, une remarque, une insulte, une demande en mariage. On prend, on sera content d'avoir de vos nouvelles. C'est toujours intéressant d'entendre ce que les auditeurs en pensent. Et puis finalement, bien sûr, immanquable, les évaluations iTunes, qui sont l'oxygène que respire ce podcast. Donc, si vous n'avez pas encore laissé une évaluation iTunes, vous serez super reconnaissant. Donc, l'adresse, c'est nomaddigitalpodcast.com. Vous pouvez vous rendre sur le site et puis on vous donne un petit peu les liens vers le podcast sur iTunes pour aller nous laisser une évaluation. Paul, quel conseil lifestyle est-ce que tu as pour moi cette semaine ? Moi, ce serait de négocier les prix. Tu m'as fait penser récemment. C'est notamment, par exemple, quand vous allez sur Airbnb, ou peu importe, même le site booking.com, peu importe, c'est toujours intéressant d'essayer de peut-être contacter l'hôtel et voir si vous ne pouvez pas négocier un prix. Alors, pour une nuit, ça ne vaut peut-être pas le coup, mais si vous restez, par exemple, 20 jours, vous pouvez bénéficier de prix beaucoup plus intéressants et c'est de l'argent d'économiser pour vraiment très peu de travail parce qu'un coup de fil et en 5 minutes, c'est réglé, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne chose à faire. Donc, parle-nous du prix que tu vas négocier sur ton Airbnb en ce moment. En l'occurrence, c'était à 93 € la nuit de base et je l'ai eu à 40 € et c'est un truc le truc est hallucinant, hein. Mais ça marche vraiment partout. J'étais à Hong Kong il y a même pas 3 jours. Pareil, j'ai contacté l'hôtel et j'ai une réduction de 30%. C'est de l'argent facilement économisé, quoi. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu négocies ? Tu les appelles juste et tu leur dis « Ok, j'ai vu votre hôtel, est-ce que vous pouvez me faire un prix ?» Ou est-ce que tu essayes de leur donner des arguments persuasifs ? Non, du tout. Tu demandes juste poliment est-ce que c'est possible d'avoir un prix un peu plus bas. Il n'y a pas besoin de... À moins que sinon, tu peux te dire que tu vas rester plus longtemps, mais sinon, le plus souvent, en plus, il faut se dire que Booking.com, tout ça, ils prennent des grosses commissions, hein. Donc, si tu les contactes directement, généralement, tu bénéficies rien que de cette différence-là, tu en bénéficies. Donc, non, c'est pas... La plupart du temps, ils sont OK avec ça. OK. Moi, de mon côté, on en a parlé dans l'épisode précédent. J'ai tendance à m'intéresser à des sujets un peu ésotériques en termes de formation. Et un des sujets qui m'intéresse dernièrement... Tu dis ésotérique 3 fois par podcast, quoi. J'aime beaucoup ce terme ésotérique, hein. Je le répète encore une fois. Et un des sujets qui m'intéresse dernièrement, c'est pas mal la stratégie militaire, ce genre de choses. Et une ressource que j'ai beaucoup aimée là-dessus, c'est écrit par un gars qui s'appelle Sébastien Marshall, qui est un personnage totalement fascinant, qui a aussi beaucoup inspiré mon plan de 90 jours. C'est une des raisons pour laquelle je voulais parler de cette ressource-là dans ce podcast-là. Sébastien Marshall, c'est quelqu'un qui est très analytique comme moi, qui a tendance à beaucoup analyser les choses, qui a un discours très intéressant sur les habitudes, etc. Et la chose que j'ai recommandée aujourd'hui, ça s'appelle The Strategic Review, donc .net. Donc on donnera le lien dans l'épisode, dans l'article de ce podcast. Donc c'est la revue stratégique, grosso modo. C'est une newsletter hebdomadaire dans laquelle Sébastien Marshall analyse des faits historiques ou des histoires de stratégie militaire et il en tire des leçons concrètes à appliquer dans votre vie. Et c'est vraiment très intéressant la façon dont il va penser à des choses d'une nouvelle façon. C'est-à-dire que beaucoup de sujets habituels du type faire des habitudes, fixer des objectifs, avoir de la discipline, etc., il va y arriver d'un angle totalement différent. Donc c'est, si tu veux, un nouveau regard sur des sujets qui sont bien connus. Moi, j'aime bien le style de ce mec-là. Et si vous êtes quelqu'un qui apprécie la partie un peu analytique, mais aussi la partie un peu historique, voilà, la Strategic Review de Sébastien Marshall, on mettra le lien dans l'épisode, une super newsletter. Et tu as un exemple de ça ou pas ? Il y a pas mal d'exemples sur le site. Il explique par exemple il explique l'histoire d'un mec qui se met à escalader, il me semble que c'était le Mont Blanc, je ne me souviens plus si c'était le Mont Blanc ou l'Everest, et qui est perdu
Enfin, il y a une tempête de neige essentiellement pendant qu'il est entre deux camps. Et en fait, il se retrouve bloqué par la tempête de neige. Et ce qui se passe, c'est que, bon, d'abord, il peut absolument rien voir. Donc, le mec ne peut même plus voir ses propres chaussures. Il y a tellement de neige, donc il a aucune visibilité. Et en fait, quand il y a aucune visibilité, il peut pas se déplacer. Parce que s'il se déplace, il prend le risque de tomber dans une crevasse. Et s'il tombe dans une crevasse, ben, il est mort. Donc en fait, ce que le mec doit faire, c'est qu'il peut. C'est une conclusion logique. Il peut pas rester stable. Donc en fait, il va marcher en rond pendant, voilà, pendant, je crois, 10 heures ou 15 heures. Il marche dans un cercle très, très réduit où il marche sur ses propres traces voilà, parce qu'il doit continuer à bouger pour pas mourir de froid. Mais d'un autre côté, il peut pas se déplacer parce que sinon, bah, il risque de tomber. Et donc, tu as cette anecdote d'un mec qui est absolument un badass incroyable qui escalade la montagne. Et après, tu réfléchis, bah, comment est-ce que ce mec-là se maintient motivé et continue à garder espoir, etc. Pour le coup, je pense ne pas vouloir mourir, c'est quand même une bonne motivation. Je pense tu serais surpris. Hein. Beaucoup de gens en cette situation-là abandonnent et meurent. Ouais, c'est très fréquent. Hein, si tu vois les histoires de gens qui survivent, beaucoup de gens abandonnent, se disent c'est foutu, on est mort et décèdent comme ça. Ça demande une grande force mentale de supporter une douleur énorme dans une situation où tu es presque sûr de mourir de toute façon. Effectivement, et en plus, il me semble que le froid, ça peut être aussi, ça te fait mourir un peu en douceur et tu t'endors un peu, quoi. Ouais, c'est très particulier. Et du coup, bah, c'est intéressant de voir comment un mec comme ça réfléchit dans cette situation. Et voilà. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi des histoires de snipers finlandais qui vont essayer d'aller éliminer des Russes, et ça, des officiers soviétiques. Et histoire avec Napoléon, etc. Enfin, c'est un truc où tu ne sais jamais trop à quoi t'attendre, mais c'est toujours intéressant. Et une autre idée que j'ai retenue dernièrement, ce qu'il appelle les fire breaks. Donc en gros, quand tu as un feu de forêt, en fait, la vérité, c'est qu'un feu de forêt, il ne peut pas être éteint. Il peut uniquement être contenu. Et la façon dont tu vas contenir un feu de forêt, bah, c'est en faisant des zones qui ne peuvent pas brûler. Donc en gros, tu vas faire une zone où tu as un no man's land essentiellement de 50 mètres qui va permettre d'arrêter le feu, parce que le feu ne peut pas être éteint, mais il peut être contenu. Et la façon dont tu vas transitionner ça dans ta vie, bah, c'est justement ce que j'ai fait moi avec la revue des 7 jours. Donc tous les 7 jours, même si potentiellement c'est le bordel dans ma vie, mes habitudes partent en couille absolument, je fais pas mes tâches, je procrastine, j'ai trop de choses qui se passent. Tous les 7 jours, j'ai un moment où il y a un espace qui est libéré, dans lequel je revois les choses de façon plus ou moins objective, de façon plus ou moins neutre, où j'ai l'occasion de remettre un peu les compteurs à zéro. Et lui, essentiellement, voilà, il faisait un parallèle entre cette idée-là qui vient de comment est-ce que tu maîtrises un feu de forêt, et ensuite comment est-ce que tu maîtrises dans ta vie les habitudes et la discipline et puis la productivité. Et c'est ce genre de choses que j'aime bien chez lui. Et on a du coup une triple recommandation, parce que tout à fait lié à ce que tu viens de dire, il y a un bouquin qui s'appelle Young Men on Fire que je suis en train de lire, qui est à propos en fait des parachutistes pompiers. Donc, en fait, ils sont directement parachutés justement pour essayer d'endiguer le feu le plus possible et éviter qu'il grossisse. Et c'est un livre super intéressant, donc je vous le recommande. Il sera directement en lien sur la page du podcast. Cool, je vais aller voir ça. Du coup, sur ce, on va se quitter là. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez bien sûr vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner, que ce soit par email, sur iTunes, par flux RSS, quoi que vous voulez, et bien sûr, nous laisser une évaluation sur iTunes ou tout simplement un message vocal direct. On vous dit à la semaine prochaine et portez-vous bien. À la semaine prochaine.